Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Burtin et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode consacré aux élections législatives partielles de la cinquième circonscription des Français de l'étranger qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Souget de Funès. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry Burtin. Alors, vous êtes candidat investi par les Républicains, les LR comme on les appelle. Vous êtes installé en Espagne depuis près de 40 ans. Vous êtes ancien consul honoraire à Séville, entrepreneur, vice-président de la CCI France-Espagne, conseiller du commerce extérieur et engagé dans la réserve citoyenne du ministère des Armées. Alors, aujourd'hui, si vous êtes présent aujourd'hui à Lisbonne, eh bien, c'est parce que vous souhaitez représenter les Français de notre circonscription à l'Assemblée nationale. Exactement. Alors, nous allons parler, bien entendu, de votre parcours, de vos engagements, mais aussi de votre vision pour les Français établis hors de France. Mais avant, si vous me le permettez, on va voir un petit mot pour nos sponsors, parce que ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors, que nous remercions chaleureusement pour leur confiance et que vous pouvez retrouver dès à présent sur les principales plateformes Spotify, Deezer, YouTube en vidéo, en partenariat avec Lisboète Magazine, le lien vers la communauté française au Portugal. Alors Cafimo, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier, c'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leurs projets immobiliers au Portugal. Cafimo est aujourd'hui le numéro un des courtiers en crédit immobilier spécialisés dans les non-résidents et expatriés du monde entier, notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Leur service est totalement gratuit pour les clients, car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité tout en vous soulageant administrativement. Cofimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute, que ce soit pour un achat, un financement, un investissement et même financer des travaux ou juste renégocier son prêt, leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal, et si le projet réussit, c'était le vôtre. Voilà. Donc ça, c'était pour Cafimo. Deuxième évidemment partenaire, nous remercions aussi Opticalia de Campo de Ourique, qui est l'opticien français lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie, pour que vos lunettes reflètent parfaitement votre style. Et grâce à la technologie de mesure par l'IA, vos prises de mesure en verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Quel progrès quand on attendait des semaines, n'est-ce pas Christophe? Exactement, c'est vraiment très positif. Voilà, alors en plus, il réalise vos examens de vue, vos bilans d'audition et il vous propose une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Love, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol. Voilà, leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Alors, je rappelle bien entendu, avant de commencer notre interview, Christophe, que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Voilà qui est dit. Rebonjour Christophe Souget de Funès. Alors moi j'aimerais bien que vous puissiez nous parler un petit peu de vous. Qui est Christophe Souget de Funès? Parce qu'on entend parler de vous, on vous découvre aujourd'hui au Portugal. Merci Thierry, merci de cette initiative. Je suis un garçon et un homme très simple. Je suis un grenoblois qui, à l'âge de 18 ans, a dû choisir entre deux futurs professionnels. Soit partir vers le Conservatoire national de musique, puisque j'avais un prix de conservatoire de flûte traversière. J'avais étudié également la direction d'orchestre symphonique et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ou faire une école de commerce. Donc vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai choisi, un petit peu mu par l'expérience de ma famille et puis aussi par l'attrait d'étudier en Europe à ce moment-là, puisque j'avais choisi une école de commerce qui avait
des écoles aussi bien à Madrid, à Londres et à Francfort. C'est laquelle? L'EBS, l'European Business School, qui était la première, hein, c'était un peu l'ancêtre Oui, des bien Erasmus. sûr, absolument. Donc j'ai choisi l'option école de commerce. De là, je suis parti en théorie 6 mois à Madrid pour une expérience d'immersion linguistique et professionnelle, et ça a mal tourné. Ça a mal tourné puisque j'ai rencontré l'amour. Je fais partie de ces Français qui décident de partir de France pour des raisons purement personnelles, pour pouvoir vivre avec la personne qu'ils ou elles ont choisie. Et donc, le jour même de la fin de mes études, en 4e année, j'ai pris la voiture et je suis venu m'installer en Espagne, à Madrid. Donc, en fait, j'ai passé toute mon expérience professionnelle en Espagne. Je n'ai jamais travaillé en France. J'ai fait quelques petits stages au Crédit Lyonnais. J'ai fait des petits stages pour arrondir un peu avoir un peu d'argent de arrondir poche, les fins de mois. Arrondir les fins de mois quand j'avais 17-18 ans. Mais en tant que pratique, en tant qu'expérience professionnelle, j'ai toujours travaillé en Espagne. J'ai tout le temps travaillé avec des Français ou pour des Français, depuis Madrid, depuis Barcelone, depuis l'Andalousie, mais je n'ai jamais travaillé en France. Donc, je m'y installe à l'âge de 24 ans. Alors, vous installez où? À Madrid. À Madrid d'abord. À Madrid. Donc, en fait, si on fait un rapide calcul, ça fait 38 ans que je suis installé dans la péninsule ibérique. Les premières années sont des années de mariage, des années un petit peu de prise en main de mes premières expériences professionnelles qui étaient d'abord à la BNP Espagne, puis au CTLM, où j'étais le premier employé recruté localement. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont monté leur filiale. Ils montent la filiale, il y a un directeur général qui arrive de France, qui ne parle pas espagnol. Il me recrute. On était par la suite un petit Mais vous groupe. parliez déjà couramment l'espagnol. Oui, je parlais bien à ce moment-là. Vous étiez déjà dans la phase... la phase d'apprentissage était déjà passée. Post-immersion, d'accord. Tout à fait. Et comme il ne parlait pas espagnol, alors que j'étais tout jeune, il m'a vraiment mis sur le devant de la scène, sur des alors vous n'aviez aucune expérience du crédit ou autre? Non, rien. En plus, ce système à l'espagnol, donc un peu différent du système français. Exactement. Donc, mais il y avait l'expérience aussi école de commerce, où on nous avait quand même appris à être polyvalent, à être... Vous avez été briefé. Système D, se débrouiller. D'accord. Et donc, je me suis retrouvé sur des dossiers extrêmement chauds, notamment la création d'organismes de crédit conjoints entre CTLM et Carrefour, le lancement des activités, le rachat d'un très gros organisme également qui était en phase de négociation. Donc, en fait, j'étais tout jeune, mais en fait, on était très peu nombreux. Donc, on se divisait les rôles avec les petites équipes de 10 personnes qui avaient préparé le lancement. Les activités commencent, on devient ce qui aujourd'hui est devenu le leader du crédit à la consommation. On me demande de m'occuper des questions de marketing, chose que je fais avec beaucoup de plaisir. J'identifie une agence de marketing qui travaillait pour nous, qui était une filiale d'une société française, qui avait des personnes excellentes, mais qui était en situation de faillite. Et à ce moment-là, j'en parle à mon père. J'en parle à mon directeur général. Je dis voilà, j'aimerais partir, j'aimerais racheter cette société et j'aimerais que tu restes mon client. Et tout le monde appuyait le projet. Donc je me suis retrouvé à l'âge de 27-28 ans comme chef d'entreprise, propriétaire d'une PME en faillite qu'il a fallu redresser avec un très gros client qui faisait confiance et puis surtout avec des personnes magnifiques, des excellents créatifs, etc. Et bien là, ça a été, après la première expérience, de 7 ou 8 autres qu'il y a eu par la suite, qui ont été toujours la même chose, des identifications de PME sur la péninsule ibérique qui avaient un vrai actif ou plusieurs vrais actifs, des personnes, des clients, un savoir-faire, et essayer de mettre autour de la table des personnes de bonne volonté qui souhaitent investir et qui souhaitent aider sur les projets. Alors, ça a commencé à bien tourner. Ça s'est d'ailleurs plutôt très bien déroulé sur plusieurs projets. Il y a eu des projets où malheureusement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Il y a des avocats qui perdent des procès, il y a des médecins qui perdent des clients, il y a quelquefois des chefs d'entreprise qui se trompent ou qui ont des revers, comme ça a été mon cas récemment avec la crise Covid, qui m'a réellement mis dans une situation très compliquée, puisque j'ai pu voir les complications que l'on a lorsqu'on est chef d'entreprise lors d'une pandémie de cette ampleur et qu'on n'a pas des aides qui soient aussi généreuses que celles qu'on attendait. Toujours est-il qu'il y a un moment où je me rapproche de la CCI à Madrid. J'en deviens membre à 31, 32 ans. À 34 ans, le président me demande de postuler pour être membre du conseil d'administration, 98.
Et j'en suis sorti en juin de cette année. J'ai fini mon mandat, ou mes mandats Oui, qui ont vos été... mandats, parce que je Voilà, suppose que, comme dans n'importe quel CCI, un bureau est réélu tous les voilà, tous X les années. ans, voilà, Ouais, 1 an, 2 ans, en tout cas, voilà, on réélit le exactement. président qui renomme effectivement les membres du bureau. Exactement. Donc là, mais progressivement, je me suis mis dans des commissions, j'ai Ouais, commencé à animer des commissions, co-présider une commission ou plusieurs. Il y a un moment donné, lorsqu'on vient vivre en Andalousie suite à l'acquisition fin 2016 d'une société industrielle par des repreneurs, par des investisseurs, je me déplace donc vers Séville, je m'y installe et le président de la CCI me demande de lancer la délégation pour l'Andalousie occidentale de la CCI. CCI franco-espagnol, Franco-espagnol, hein, on précise. tout à fait. Donc là, eh bien, c'est un projet passionnant qui me permet de me rapprocher du consul général qui avait à Séville. C'est un projet qui rentre vraiment dans la stratégie de la CCI qui était d'avoir des délégations à Valence, à Tenerife, à Valladolid, à Saragosse, un peu partout. Et je suis désolé pour celles que j'oublie, avec des personnes remarquables et très impliquées d'une manière bénévole. On développe tout ça. J'ai beaucoup de contacts avec donc le consul général qui était en poste à Séville et les services économiques, avec l'ambassadeur, avec M. Casa, qui me suggère... Monsieur Casa, qui était ambassadeur à l'époque, enfin, qui avait été précédemment ambassadeur au Portugal. Ah oui, puisqu'il a fait le Portugal, puis l'Espagne, puis Madrid. Voilà. Donc là, il y a une décision qui se prend au niveau du Quai d'Orsay, qui est celle de fermer un consulat général, chose qui est toujours un petit peu dramatique pour les diplomates. Ça veut dire que le personnel qui est sur place, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, se retrouve licencié. Licencié. Durant une première étape... On ne leur propose pas d'être réaffectés vers un autre consulat, que ce soit en Espagne ou dans d'autres pays. Non, alors, les diplomates repartent, bien sûr. Oui, parce qu'ils ont continuent leur carrière. Mais les agents de droit locaux, qui étaient des personnes remarquables, sont licenciés. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un choix économique, en fait. C'est un choix dont je n'ai pas eu teneur au niveau des motifs. Je crois que c'était plus un choix, effectivement, de besoin à ce moment-là de fermer quelque part lorsqu'on doit ouvrir ailleurs. Ouais. Et c'est vrai qu'en Andalousie, il n'y avait pas de problème de sécurité pour les ressortissants français. Il y avait beaucoup de demandes et de besoins ailleurs, notamment dans les pays émergents, en termes de sécurité en Afrique, pour décider de fermer quelque part. Alors ça a été une décision qui a été annoncée très tardivement par l'ambassadeur de France. Il est venu à Séville en juin 2019 pour une fermeture au 31 août. Juste avant le Covid, en fait. Juste avant le Covid. Et il a annoncé dans une revue de presse, à la presse locale, au quotidien ABC, il a dit « Mais vous savez, il ne faut absolument pas se faire de soucis pour vous, Français, vous, autorités andalouses, vous, autorités locales, car on va avoir un consul honoraire qui va être très impliqué. Et c'était vous. Et qui va faire exactement, et il dit textuellement à la presse et à la communauté française et aux autorités, il va faire exactement la même chose. » D'accord. Il en arrive à dire, et c'est étonnant que le service de presse de l'époque de la communication et de communication de l'ambassade de France ait laissé passer ces commentaires, parce qu'il en arrive à dire « le nom change, mais pas la fonction ». Et on sait pertinemment, vous en premier et moi, que les fonctions ne sont pas les mêmes. Les fonctions ne sont pas les mêmes. Quand on a besoin, par exemple, de faire un passeport, le consul honoraire ne peut pas. On ne peut pas. Il faut aller se déplacer, dans ce cas-là, au consulat général de France, donc c'est Madrid, je suppose, pour l'Espagne. C'est Madrid pour cette aire de compétences, pour l'Andalousie, tout à fait. Et donc, ça veut dire que vous ne faites que remettre les passeports une fois qu'ils ont été établis. Oui. Mais ça veut dire que la personne doit d'abord se déplacer. Doit d'abord se déplacer. C'est exactement la même chose aujourd'hui au Portugal et comme dans n'importe quel pays. Et voilà. Moi, j'avais une question avant de parler évidemment de cette expérience que vous avez, qui est une expérience unique. C'est d'ailleurs très intéressant. On pourrait faire une émission rien que sur la fonction de consul honoraire. Moi, j'aimerais savoir, Christophe, qu'est-ce qui a changé dans votre regard sur la France avec toutes ces expériences que vous avez pu avoir ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment vécu en France, donc vous avez fait toute votre vie, mais vous avez travaillé
Étant donné que Oui. vous étiez CCI franco-espagnol, puis vous avez été aussi conseiller du commerce extérieur. J'étais conseiller du commerce extérieur, donc j'ai pu voir l'importance et le développement, et l'essor et le travail fait par les conseillers du commerce extérieur et vraiment les présidents Parce que de vous travaillez à l'époque, l'export aussi. Emmanuel Mielvac. Moi, si je travaille à l'export, Ouais. Parce que pour être CCE, il faut avoir une... notre société à Séville exportait vers 97 pays dans le monde. D'accord, donc ça Donc on justifiait pleinement. exportait énormément. D'accord. Voilà. Mais bon, j'ai très bien connu Emmanuel Mielvac, le président des CCE d'Espagne. Ouais. J'ai échangé et j'ai vu le travail, notamment de la présidente à Monaco, de Madame Arnaud de Romandie, ici du président des CCE du Portugal, de Monsieur Larigonière, etc. Donc je suis allé plusieurs fois à des réunions mondiales où on voit véritablement le travail qui est fait par les CCE pour Bercy. Mais aussi pour aider, pour contribuer de manière très, très précise. Donc ça, c'est véritablement un essor durant ces années que j'ai pu voir. J'ai pu voir l'arrivée de multiples PME, parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte. Quand je rentre au conseil d'administration de la Chambre, en 98, il n'y a que des grands groupes. J'étais le représentant, Des PME. le seul De homme PME. de PME. Aujourd'hui, vous avez des hommes, des femmes de PME, des start-up. Ah, puis on était dans beaucoup de monde. l'Espagne d'il y a quelques années, Il c'est-à-dire y a quelques années, bien sûr. pas l'Espagne que l'on connaît aujourd'hui, qui est florissante. On était sur une Espagne qui était en phase de croissance, mais où il y avait tout à faire encore. Alors, quand j'arrive en Espagne, l'opinion positive des Espagnols concernant C'est la un peu ce qu'on a France, connu au Portugal il y a 10 ans. certainement, oui. On était des moments qui étaient compliqués. Au moment où je m'installe en Espagne, les Espagnols avaient une opinion positive de la France, enfin plutôt négative ou très négative, de 70%. C'est une époque où on avait les voitures qui se faisaient rayer, où on avait des difficultés pour... il y avait des explications. Il y avait nos Je pensais camions que c'était de... principalement qu'à la frontière où on avait ça quand on allait dans le Pays Basque où on se faisait rayer la voiture. Non, mais a priori, donc ça se faisait dans toute À l'Espagne. Madrid, oui, Ouais. bien sûr, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors ça, il y avait les camions, effectivement, et nos agriculteurs qui étaient quand Ouais. même très vindicatifs. Il y a les problèmes de l'ETA aussi, qui n'étaient pas un Ouais, problème qui était- anodin. Bien sûr. Il y avait quand même un certain délaissement de l'Espagne sur... Après, ça a beaucoup changé. Et là, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été intégré au conseil d'administration sous la présidence de José Luis Leal, qui était l'ancien ministre de l'économie, à l'association Dialogo à l'amitié franco-espagnole ou hispano-française, qui était une association montée justement pour changer cette perception qui était négative. Et un travail a été fait absolument merveilleux durant toutes ces années sur les jeunes. Des milliers d'étudiants espagnols ont été placés en stage en France. Ils étaient invités à venir en France faire un stage dans les grandes sociétés françaises. Et eux-mêmes se faisaient une opinion par rapport à ce qu'ils percevaient de la France. Ce n'étaient plus leurs parents espagnols qui critiquaient la France le dimanche en train de déjeuner, mais c'était eux qui se faisaient une opinion. Et progressivement, plus après beaucoup d'autres choses, bien évidemment, la lutte contre le terrorisme, il est vrai que les contacts entre les gouvernements français et espagnols, qu'ils soient de droite et de gauche, avec Hollande et monsieur Rajoy ou monsieur Aznar et avec monsieur Zapatero, ont toujours été basés sur la volonté d'avoir des liens transpartisans et beaucoup plus proches. Et donc tout ça, ça a aidé. La culture a énormément aidé. Almodovar en France, c'était Almodovar. Carmen Maura, voilà. Donc, j'ai pu observer durant toutes ces années donc pour vous, chose... tout ça, ce sont des éléments marquants, finalement, de votre vie. Oui, c'est très agréable de voir que vous arrivez dans un pays où votre pays est mal considéré, certainement avec raison sur certains points, et aujourd'hui, on est à plus de 93% d'opinions positives. Ce qui est bien. Positives ou très positives. Et ça a été un travail qu'on a pu... Et qu'est-ce qui vous a façonné justement le plus en tant qu'homme, entrepreneur, représentant consulaire voilà, quels sont les moments marquants finalement de votre vie? Alors, les moments marquants positifs ou négatifs? Les deux. Les deux. Alors, les moments marquants positifs... je suis marié avec une personne espagnole. Mes 3 enfants sont franco-espagnols. D'accord. Mes 3 enfants ont les 2 passeports. Je ne pourrais jamais demander à aucun de mes enfants de choisir entre le passeport de papa et le passeport de maman.
Et de là, on voit l'importance de la binationalité, qui quelquefois est décriée par certains partis. C'était compliqué encore il y a quelque temps de conserver le passeport. Oui, oui, mais là, ça a beaucoup Ça a changé, changé. il y a une évolution au niveau Oui. du droit. Et donc, ce qui est très, très gratifiant pour un consul honoraire, de par sa solitude, puisqu'on Oui. n'a pas de moyens, on est loin, c'est de se rendre compte qu'on est extrêmement utile. C'est une activité plus qu'à temps complet. Alors, c'est quasiment- merveilleux quand on est utile dans c'est du son 24/24. entreprise. Bah oui, bien sûr. Alors là, moi, j'ai des chiffres qui sont basés sur ce que disait monsieur Casa. Vous allez avoir quelqu'un qui va être disponible. Ouais, mais Il là, a mis c'était la quoi? barre C'était très haute disponible et j'ai 24/24? été disponible 24 heures sur 24. Mon portable était disponible sur les réseaux sociaux Ouais. et je n'ai pas passé un seul premier de l'an sans aller à l'aéroport à 9h, 10h, 11h du matin. Il n'y a pas eu de jour de Noël sans des appels téléphoniques. On a traité en 5 ans 103 649 actions consulaires. 103 000. 103 000, c'est plus de 1200 urgences. Si vous divisez 1200 urgences Par le nombre de jours. par Enfin, 5 par- ans, par- par- vous en ouais, avez par le nombre de mois, ouais. globalement une par jour. Ouais. Il y a des petites urgences et il y a des urgences qui sont dramatiques. Et il faut intervenir. Et immédiatement. Et immédiate. 23 000 appels par an. 23 000 appels par an. 14 000 appels, 14 000 mails, pardon. Est-ce que le mot vacances était un terme que vous connaissiez pendant votre période d'élu honoraire? Consul honoraire. Consul Alors, honoraire. alors après, ça vient avec la personnalité. Étant chef d'entreprise depuis l'âge de 27-28 ans, moi, quand je rentre dans un projet, je m'implique dans le projet. Donc, ça veut dire que- je laisse tout tomber. D'accord. Je ne fais pas un petit peu de quelque chose, etc. Non, non, je suis à 100% sur mon projet professionnel et ou sur mes projets associatifs. Et là, j'avais accepté la mission. La barre avait été mise très haut ou très haute, et j'ai accepté, j'ai fait le nécessaire. Et pendant 5 ans, on n'a pas pris de vacances avec ma famille. J'ai une fille de 9 ans. Elle vous a quasiment pas... On Vous partait l'avez pas vu 2-3 grandir. jours autour du 15 août pour pouvoir... Parce que j'aurais eu très mauvais cas de conscience. Comme vous avez constamment des choses qui arrivent à Séville, Mais Christophe Funès, vous l'avez pas vu grandir, votre fille, finalement. ben, je l'ai vu grandir parce que d'abord, je suis très, très appuyé chez Mhm. moi. Et puis, je suis très bien organisé grâce à des bases de données qu'on a développées avec mon épouse, qui était dans mon portable, où j'avais toutes les infos où que je sois. Mais j'étais très opérationnel, mais vous êtes constamment interrompu, vous avez constamment quelque chose qui intervient. Donc Ça a été 5 ans, et en plus pendant la période de la Ouais. pandémie. Alors, est-ce que le travail a été bien fait? Eh bien, lorsque je suis nommé sur Google Maps, vous aviez une évaluation de l'indice de satisfaction qui était de 2,3 Ouais. étoiles sur 5. Ouais. Les gens se plaignaient. D'accord. Manque de disponibilité, de réactivité, peu de moyens, etc. Alors qu'on était sur un consulat général. On était sur un consulat général. Et en étant disponible, on s'est rendu compte que les gens, on leur donnait la réponse qu'ils attendaient, qui ne pouvait ne pas être toujours de leur dire bah, pas de souci, je viens, Bien je vous sûr. fais un passeport. Mais au moins, je faisais ce que j'avais à faire, qui était d'informer, de dire aux gens ce qu'il fallait faire. Voilà. Vous pouvez avoir une réponse. Je vais vous donner un cas. On a un monsieur qui est un cadre supérieur de chez Bouygues qui vient à Gibraltar pour suivre des travaux d'une centrale électrique ou je ne sais quoi qui était réalisé sur place. Il veut sortir de Gibraltar pour aller prendre son avion à Malaga, Oui, parce on le rappelle que Gibraltar ne fait pas partie. UK. Voilà, donc on est sur le régime britannique. On est sur le régime britannique, c'est la crise Covid, et donc la police espagnole le bloque. Le dit, vous ne pouvez pas passer sur le sol espagnol, on est en zone rouge. D'accord. Donc ce monsieur essaie de revenir vers le Airbnb ou le logement qui avait été mis à disposition par Bouygues pour ce cadre. Et les Anglais lui disent, mais vous êtes résident ici? Il dit, non, non, moi je viens de temps en temps suivre des travaux, etc. Donc si vous n'êtes pas résident, vous ne pouvez pas passer. Donc il était bloqué, comme Tom Hanks dans le film Le Terminal, entre deux postes frontaliers, les Espagnols qui ne le laissaient pas sortir, les Anglais qui ne le laissaient pas rentrer. Et donc il appelle le consulat général de France à Londres, puisqu'il était sur le sol anglais. Et Londres lui dit, bah, attendez, le problème, vous l'avez avec la police espagnole. Il faut appeler l'Espagne. Il faut appeler, le consulat général de France à Madrid. Très bien, il appelle. Madrid lui dit, attendez, vous êtes sur le sol britannique, donc c'est pas nous qu'il faut appeler. Oui, mais le problème que j'ai, c'est avec la police espagnole. Oui, je peux pas rentrer. Certes, mais vous êtes sur le sol britannique et de par les aires de compétences et toutes les travaux ou les habitudes entre consulats généraux de ne pas se marcher sur les dessus. pieds,
Vous devez appeler Londres. Donc le monsieur était désespéré. Il met un post sur Facebook, des Français en Andalousie ou des Français. Et moi, ça a fini par arriver chez vous. Et moi, je le vois. Et donc, je réagis tout de suite, comme je l'ai fait pendant toute la Covid. Et je l'ai fait ultérieurement. Et j'ai été Et vous avez très actif. Et là, la réponse était très simple. Il suffisait simplement de prendre la voiture, aller voir le chef le plus haut de la police nationale espagnole qui est basé à Séville et de lui rappeler que dans le texte de loi, toute personne pouvait traverser les provinces pour autant qu'elle rentre vers son domicile et sa résidence principale. Voilà. Donc, ça a été développé en 15 minutes. Mais, vous voyez, en fait, le consul honoraire, et là, je crois que c'est très important pour nos électeurs et les Français et l'étranger, c'est une personne qui est le référent des autorités locales, il est le référent des touristes, il est le référent des personnes qui résident dans les aires de compétences, il est le premier à être appelé. Regardez, aux Açores et à Madère, vous avez 300 000 Français touristes qui viennent. 300 000 touristes, c'est l'équivalent de tous les habitants de Bordeaux ou de Montpellier ou de Strasbourg. Imaginez le nombre de choses qui peuvent se passer en termes d'urgence, en termes de décès, en termes de personnes qu'on retrouve dans la rue, qui sont en coma, qui sont des agressions. Et puis même, ne serait-ce qu'une personne qui perd ses papiers et qui ne peut pas... La perte de papier qui est dramatique. Voilà, c'est courant. Et donc... Combien de fois le matin, on voit, là, par exemple, au consulat de France à Lisbonne, des gens qui font la queue le matin, qui sont des touristes, qui se sont fait voler les papiers dans un tram ou autre, et puis qui se retrouvent évidemment à devoir demander un document pour pouvoir rentrer. Alors ça, c'était les urgences du dimanche. Ils ne peuvent pas prendre l'avion. Les touristes qui arrivaient le jeudi, qui devaient rentrer le dimanche, et qui m'appelaient, qui me disaient, voilà, j'ai un vol, pouvez-vous m'aider? Donc je prenais ma voiture. Donc une expérience, en tout cas, ce que vous décrivez, c'est une expérience riche. Et humaine. Alors, c'est une expérience très riche. Et puis, il y a un côté humain que j'ai énormément apprécié, qui est voir d'abord, reconnaître le professionnalisme des diplomates. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains, ils sont peu, qui nous traitent avec dédain, puisqu'on n'est pas ni énarque, ni... Vous ne sortez pas de la même... On ne sort pas de la même, de la même cuisse de Jupiter, appelons ça comme on voudra. Mais vous avez un énorme groupe de diplomates qui s'appuient sur notre travail, qui nous respectent, qui nous tiennent informés, et pour lesquels et avec lesquels on se rend vraiment compte qu'on a beaucoup de chance en tant que Français d'avoir des diplomates aussi compétents. Après, vous avez des agents de droit locaux qui sont extrêmement impliqués. Et les consuls honoraires que moi j'ai rencontrés, sauf peut-être une exception, ce sont des personnes qui font un job constant. Je n'ai pas le monopole de la surcharge de travail. Je suis d'accord avec vous, qui sont fortement impliqués. Moi, j'aimerais... Alors, j'ai vu aussi que vous étiez réserviste, citoyen du ministère, c'est très important pour moi. Ouais. C'est très important. Et vous m'avez dit que vous avez passé votre temps en Espagne, donc comment vous avez pu... Je suis fier de nos soldats, vous voyez, je suis fier de nos soldats, je suis très fier. J'ai eu l'immense honneur de pouvoir partager beaucoup de moments avec des officiers en poste près de moi. Vous savez qu'en Andalousie, on a l'état-major de la force terrestre espagnole qui est basé à Séville. D'accord. En France, il est basé dans le nord, mais ici, donc on avait des officiers. Il y a 2 bases de l'OTAN avec beaucoup de militaires et d'officiers surtout français. J'ai pu voir leur engagement, j'ai pu voir la qualité des forces spéciales, surtout des corps d'élite, comme la Légion étrangère, comme plusieurs officiers qui provenaient des forces spéciales et qui étaient vraiment des personnes qui ont un courage absolument remarquable. J'ai pu aussi voir que durant toutes ces années où on a encaissé les dividendes de paix après la chute du mur de Berlin, il y a une paix stable, durable, on encaisse les dividendes de paix, on met un peu le pied sur le frein au niveau des investissements. J'ai pu voir comment, en termes de moyens, nos armées, et l'armée française, qui est une des plus prestigieuses, des mieux formées d'Europe, prenait du retard. Et je suis vraiment très heureux maintenant avec la nouvelle loi de programmation militaire, 413 milliards.
2024 à 2030, avec des sujets très très importants qui sont bien sûr la dissuasion nucléaire avec un renouvellement complet de tous nos moyens, mais aussi la cybersécurité, les drones. Surtout une réadaptation aux techniques d'aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte que les décisions qui ont été prises à un moment donné correspondaient à la situation de ce moment-là. C'est un peu la ligne Maginot de l'époque. Vous avez exactement, vous avez de nouveau les empires qui s'attaquent, avec des tensions, et nous devons, et la France doit être souveraine. Donc on a compris que vous étiez très impliqué. Moi, Christophe Souget de Funès, j'aimerais bien vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a rendu finalement aujourd'hui peut-être le plus fier, ou alors quel a été en même temps votre plus grand échec, en tout cas ce que vous regrettez peut-être de ne pas avoir pu faire ou pu mener jusqu'au bout dans votre expérience, que ce soit sur l'aspect personnel, professionnel, consulaire? Le plus fier, c'est tout ce qui touche à la partie humaine. C'est de se rendre compte que durant toutes ces années, quand vous regardez LinkedIn par exemple, vous voyez que des personnes qui sont rentrées stagiaires chez vous, vous avez humblement contribué à mettre le pied à l'étrier, vous avez formé, et aujourd'hui sont directeurs généraux de société, sont des personnes qui ont des responsabilités, sont des personnes qui sont Donc c'est de leur avoir fait confiance et de leur avoir permis de leur mettre le pied à l'étrier. Voilà, même chose au niveau associatif. Vous voyez, vous avez des personnes qui étaient engagées dans les multiples associations qu'il y a, qui sont la véritable épine dorsale de la communauté française, qui étaient adhérents comme moi à un moment donné, à l'UFE, dans les Flammes, ailleurs, qui sont aujourd'hui les responsables. Flammes, on précise quand même ce que c'est. Français, langue maternelle. Voilà, important, parce que les gens ne connaissent pas forcément. Des activités en français pour des enfants. C'est ça, pour leur permettre d'apprendre le français. Et qui leur permettent de maintenir le contact avec la France. Des réseaux qui sont dans un certain nombre de pays, en tout cas. Après, le côté humain, c'est vrai que lorsqu'on côtoie, par exemple, j'avais jamais eu de contact avec des policiers, avec des officiers de police français, avec des officiers de gendarmerie. Ils sont nombreux en Espagne qui luttent, qui coordonnent les actions, qui participent. Ils étaient basés proche de nous. Et, vous voyez, pour revenir une demi-seconde sur ce qu'on disait et sur l'annonce de M. Casa, il y avait toujours eu des 14 juillet à Séville, qui étaient des 14 juillet très concourus, très festifs. Moi, je me suis senti obligé de continuer à faire des 14 juillet. Festifs aussi. Festifs aussi, avec zéro appui de la part de l'ambassade, zéro appui et zéro relais au niveau de la communication. Il y a pas alors, on avait 500 personnes ou 400 personnes qui venaient. On n'avait rien en termes de communication, aucune visibilité qui était donnée. Mais on avait un énorme appui des entreprises. Veolia, bien évidemment, Afflelou, Longchamp, Pernod Ricard, qui nous égouttaient festivement leurs produits. On ne s'étendra pas plus, mais là, je crois qu'on a compris. Etc. Vous voyez, on était, les CCI, on était très appuyés, le lycée français, pour faire des choses. Et c'est un peu le système D dont on parlait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça permettait de faire, ça par rapport à ce qu'on disait? Eh bien, lorsque vous êtes durant 364 jours en train de demander de l'aide aux autorités locales, aux services sociaux, aux directeurs d'hôpitaux, de les mettre en avant, aux directeurs d'aéroports, aux policiers, aux gendarmes, aux militaires, aux leaders de l'opposition, on a bien compris, etc., vous pouvez les inviter à venir prendre une petite coupette et fêter à l'amitié, entre nos deux pays. Et ça, je crois que c'est quelque chose, vous voyez, qui transmet aussi ce côté humain, de se rendre compte on a certes des obligations, on a certes des missions, mais derrière tout ça, il y a un homme ou il y a une femme. Et c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui à mes électeurs. Si un proche devait décrire en un mot, devez-vous décrire d'ailleurs en un mot, quel serait le mot qu'il choisirait? Je suis pas obligé de répondre. Je suis constant. Je suis quelqu'un qui a dit... Vous savez, quand on est grenoblois, on est montagnard. On est montagnard. Montagnard, on est un petit peu quand même un peu bizarre parce qu'on lutte et on souffre en solitaire. On souffre pendant toute une matinée pour faire la montée. Puis quand on arrive en haut, on a 2 petites minutes pour faire un selfie. Il faut vite redescendre. Et quand on est arrivé en bas, on planifie le défi suivant. Voilà. Qui va être plus difficile. Vous allez toujours à la montagne? Oui, j'adore ça. J'adore ça. Alors après, un petit peu les jambes doivent répondre, mais c'est le cas actuellement. Et maintenant, donc je suis constant. Je suis besogneux. J'aime que les choses se fassent.
Je suis quelqu'un qui n'a pas oublié que son grand-père était un tout petit paysan avec très peu de terres, des terres de très mauvaise qualité, qui plus est, et qui en plus était alcoolique. Donc vous voyez que mon père, lorsque la guerre se déclare, il a 9 ans, il avait très peu à manger à la maison, et il s'en est sorti. Il s'en est sorti sur la base du respect des personnes, de l'effort. Voilà. Et c'est pour ça que le discours de LR me plaît, parce qu'on est sur un retour aux valeurs de la méritocratie, sur un retour de la gestion en père de bonne famille, aussi bien des budgets de l'État que des ressources et des moyens qui sont mis à disposition. Donc, voilà ce qu'on dit de moi. Maintenant, après, on dit que je suis un petit peu... Je suis opiniâtre, hein. J'aime que les choses se fassent, mais je ne suis pas du tout à la recherche de la reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose qui me... depuis que j'ai fini l'agence consulaire, j'ai plus aucun contact avec qui que ce soit et ça me gêne pas. Je suis très bien. Je me doute. Quelque part, vous soufflez un peu. Quoique là, vous reprenez du service, si vous me permettez l'expression. Alors justement, comme vous avez abordé un petit peu le sujet des LR et j'allais aborder évidemment ce thème, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir un petit peu le pas de la politique? Parce que vous avez eu des engagements, que ce soit économiques, consulaires, associatifs. Qu'est-ce qui vous amène donc aujourd'hui à aller à aller justement franchir le Rubicon? D'abord, j'ai été engagé depuis l'âge de mes 18 ans auprès du centre droit, du RPR, de l'UMP, avec des moments de doute, de sortie, de revenir, voilà. Mais je me suis toujours senti plutôt à l'aise avec des valeurs traditionnelles, des valeurs gaullistes. Toujours dans cette famille politique. Oui. Après, quand j'ai été consul honoraire, il y avait un devoir de réserve. Oui, là, Et là, ça a été difficile pour moi de ne jamais rien publier, de ne jamais rien dire. Il a fallu être Alors, c'est le fait respectueux. C'est le fait de ne plus l'être qui vous a fait basculer, en tout cas, et qui vous a amené justement à prendre cette décision aujourd'hui d'être candidat. Pas que ça. Il y a eu le fait, après, moi, j'avais une période après, vous savez qu'un ex ou un ancien consul honoraire n'a pas le droit, ne peut pas se présenter à des élections pendant 12 mois. 12 mois. Ma mission a pris fin le 31 août 2024. Aujourd'hui, il y a un an. Voilà. Et donc, à partir de demain, je peux me présenter à une élection. Donc, c'est vrai que lorsque le 11 juillet... Ouf, mais ce n'était pas prévu non plus. Mais c'est vrai que le 11 juillet, j'étais en train de fêter la fin du CM1, du CE2 pardon, de ma fille. Au parc d'attractions, on était tranquille, voilà, on était même sur les autotamponneuses. Voyez, et vous recevez vous lisez les réseaux sociaux. Et je lis la décision du Conseil constitutionnel. Donc déjà, bien sûr, j'ai été embêté pour Stéphane. Vous l'avez appelé? Je l'ai appelé de suite. Je lui ai envoyé un WhatsApp parce que Stéphane a toujours été très présent sur les opérations qu'on effectue à Séville. Lui était présent et nous, on faisait des choses, donc ça tombait bien. Et puis là, il y a eu quand même un effet rebond après tout ça. On s'est dit, c'est quand même une excellente opportunité pour nos électeurs, sachant que Stéphane est inéligible et donc ne va pas se représenter. Et donc, il n'y a pas un affrontement personnel que je ne recherche pas, bien sûr. En revanche, je souhaite expliquer à nos électeurs... Donc, combien de jours après, entre le moment où on parle du 11 juillet, donc c'est la date à laquelle, effectivement, Stéphane Vogetta et donc perd son mandat, est démissionnaire, est considéré d'ailleurs comme démissionnaire d'office, c'est le terme exact, donc perd son mandat dans la minute, et donc vous, combien de temps allez-vous attendre ou combien de jours pour prendre un petit peu cette décision de se dire... Il y a des appels téléphoniques qui commencent très vite. Moi, je souhaitais réellement une équipe soudée. Ouais. Il y avait une équipe LR qui était existante, que ce soit au Portugal. On en parlera tout à l'heure, évidemment, de votre suppléant qui est Laurent Goater, on va en parler. Bien sûr. On aura quelques mots, bien entendu, pour lui. En Espagne, il y avait déjà une équipe et vous n'étiez pas, en tout cas, la personne la plus présente, on va dire, dans la première équipe. Et non, parce que comme j'avais ce devoir de réserve, j'étais pas impliqué d'une manière publique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu véritablement une volonté de la part de tous les chargés de mission LR, Monaco, Andorre, Espagne, Portugal, de la part des sénateurs des Français de l'étranger, Ronan Le Gleut, Christophe Frassa, de la part de personnalités. Bien sûr, oui. De se dire, là, il y a quand même quelque chose à faire parce qu'on est dans une situation compliquée.
je ne parle pas encore de la France, je parle réellement au niveau consulaire. Oui. Moi, j'ai vécu tellement de frustration, de sensations d'impuissance. J'ai vécu tellement de cas, vous me demandiez tout à l'heure ce qui vraiment pouvait me choquer. Ou, je crois que la chose qui me gêne le plus, c'est vraiment vivre la sensation d'impuissance, de se dire on aurait pu faire quelque chose, mais pour X raisons, on n'a pas X fait. raisons qui sont souvent exogènes à vous, parce que si c'est interne, si c'est endogène, là, c'est vous qui n'avez pas fait votre travail ou mal fait votre travail. Mais là, quand c'est exogène, vous vous rendez compte qu'on n'a pas pu répondre à une demande qui était vraiment importante. Là, ça me gêne. Et eh bien, c'était un petit peu le même souci de se dire pourquoi ne pas mettre à disposition des Français de l'étranger, règle générale, mais surtout des Français de la circonscription, ces années d'implication avec les échanges économiques, avec la partie culturelle qui est très importante pour moi, parce que je ne me suis jamais désolidarisé de la musique. Ouais. D'accord. J'ai bien évidemment la partie militaire, la partie sécuritaire et la partie consulaire. Là, Donc j'ai quand même vous vu dites- des choses très, Donc vous dites très concrètement, surprenantes. je peux. Donc je me dis, je pense pouvoir humblement apporter des choses. C'est vous qui faites la démarche ou c'est Non. c'est initié par C'est le les parti qui me demande, D'accord. qui me dit, on aimerait que tu sois notre candidat, est-ce que D'accord. tu accepterais? Donc je réfléchis, j'analyse très en profondeur le projet LR, j'analyse cette évolution Oui. d'LR, M. Rotaillot, Oui, qui a modifié un petit peu qui a modifié la donne, Ouais, clairement. oui, bien sûr. Euh, Même s'il j'analyse- existe plusieurs familles quand même au sein Il des- existe toujours plusieurs familles, mais au moins, nous, on est unis actuellement, Ça. donc c'est important. Ouais. J'analyse, j'en parle avec mes proches, avec les gens qui sont importants. Je passe beaucoup d'appels avec des présidents d'associations, des présidentes d'associations influentes. Je parle avec des personnes au Portugal, etc. Et là, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement avec Laurent Guater, président du conseil consulaire, Absolument. avec Françoise Conestabilé, avec Christophe Pichota, chargé de mission à Monaco, Christophe Combe en Andorre, avec Johan Castro, bien évidemment, à Madrid, mais aussi beaucoup de responsables, de personnes qui me disent, non, là, on pense très sincèrement que si tu peux, ça serait quand même très bien. Donc, j'accepte. Et les valeurs qui guident vos choix sont en osmose avec ce que définit aujourd'hui le parti, ce que définit les Républicains. Oui, le retour à des valeurs traditionnelles, de France qui travaille, de France qui apprécie la méritocratie, qui mettre fin d'une manière quand même importante et rapide à l'assistanat, à tout ce que là, ça implique en termes de fraude, mettre fin à une immigration qui concerne des personnes qui viennent pour créer des problèmes. Hein, l'ingénieur spécialiste en IA est le bienvenu, bien évidemment, en France. Tout comme moi, j'ai été le bienvenu quand je suis arrivé en Espagne. Je n'étais pas ingénieur, mais bon. Vous voyez, je suis très proche de ce que peut être une procédure d'expatriation. Et tout le monde y a droit, pour autant qu'on rentre dans certains clous. Voilà. Donc là, j'ai décidé d'avancer. Nous avons donc, il y a eu une investiture qui a été officiellement donnée, Comité national d'investiture, D'accord, chose qui vous avez n'était peut-être pas automatiquement le cas d'élections récentes de la part de LR, puisque Johan ne l'avait pas obtenu. Et moi, voilà. Donc à partir de là, on s'est mis en marche et surtout, on a structuré une équipe avec 18 personnes qui travaillent aujourd'hui. Sur l'ensemble des en fait, spécialistes, sur toute la circonscription. des hommes, exactement, et des hommes et des femmes qui connaissent très bien les problématiques. Moi, j'ai quand même une question qui me vient un petit peu en tête. Vous vous affirmez comme étant Macron incompatible. En tout cas, c'est un petit peu une de vos idées fortes. Aujourd'hui, au niveau du parti LR, ils soutiennent le gouvernement et ils y participent. Alors, je ne suis pas Macron incompatible dans le sens où ce n'est pas quelque chose d'épidermique. Moi, je ne déteste personne. D'accord. Je n'ai aucune animosité par rapport à la personne. J'ai affirmé aujourd'hui que le macronisme a fini simplement parce qu'en 2027, il n'y aura plus de macronisme. Parce que Macron ne sera pas là. Oui, mais vous avez les KPI de la France, les indices
tout ce qu'on puisse mesurer concernant l'état de notre pays qui est mauvais. Oui, mais vous avez quand même dit pas un député de plus pour Macron. Donc, moi, Ça, c'est votre phrase. bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je déteste la personne. Vous voyez, D'accord. c'est pas une opposition Sur la personne. sur la personne. Autant je déteste, autant j'ai aucune affinité avec M. Mélenchon, ce qui est clair, autant je comprends ce qui a permis à M. Macron d'être élu et d'être élu à certains moments. Mais aujourd'hui, force est de constater que les résultats ne sont pas là et l'état de la France est catastrophique. Donc, effectivement, pour moi, il faut absolument éviter que M. Attal ait une personne de plus qui vienne voter toutes les lois ou tous les projets de loi que Macron puisse proposer. Donc, Alors, est-ce que je peux faire un résumé en disant que vous préférez finalement même faire élire un autre député d'une autre formation politique? écoutez, moi, si je ne me présentais pas, j'élirais bien évidemment le député du centre droit qui ait des valeurs similaires à celles que je porte et porte un projet de futur. Et moi, le projet de futur chez les macronistes, je ne le vois pas aujourd'hui. Alors justement, moi j'aimerais bien que vous nous parliez de vous, hein, parce que c'est vous qui êtes le candidat aujourd'hui, qui portez le groupe, donc les Républicains, LR. Qu'est-ce qui vous distingue le plus de vos adversaires? Alors bon, on a parlé évidemment de votre cursus professionnel, de votre cursus personnel, de votre parcours d'entrepreneur, votre ancrage local, votre expérience consulaire. Mais est-ce que ça suffit ou est-ce que c'est suffisant ou qu'est-ce qui vraiment va vous distinguer si demain vous deveniez député? Il y a trois choses. La première, c'est un programme complet d'action pour améliorer les services consulaires de proximité. D'accord. Si on lit, ce n'est pas encore le cas puisque rien n'est publié, mais lorsqu'on lira tous les programmes de tous les candidats, certainement que la partie consulaire va être touchée. Maintenant, ce qui nous différencie, c'est non pas l'identification du problème, mais c'est le plan d'action. Et la facilité que le plan d'action, ou la possibilité que le plan d'action soit mis en place. Ce qui est quand même amusant cette année, c'est que pour certains d'entre vous, même si vous êtes éloignés politiquement, on retrouve à peu près les mêmes idées. Alors, peut-être pas forcément exprimées de la même manière, mais en tout cas, les mêmes sujets reviennent. Oui, les mêmes sujets doivent revenir parce que c'est vrai que partir depuis l'Algarve ou les îles des Canaries pour aller jusqu'à Madrid pour demander un renouvellement, non pas de passeport, mais de carte d'identité, qui est un droit. Qui est un droit. Pour des personnes qui ont véritablement des difficultés, alors que les agents qu'on a dans les agences consulaires, nous qui sommes le référent, qui sommes le premier à être contacté lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a une difficulté, nous avons des agents qui sont des ETP à temps partiel, qui travaillent à Malaga. Ce serait se balader avec la petite valise pour pouvoir faire Non, il n'y a pas besoin de se balader avec une petite valise. Pendant un moment, on a entendu un petit peu cette idée. Oui, c'était de dire on va se balader avec un représentant de l'administration va venir avec sa valise, rencontrer et il va tourner. Donc en fait, il va faire les grandes. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que c'était vraiment le sujet. Parce que moi, je les ai vécus. J'en ai vécu. J'ai 10 ou 12 tournées consulaires. Avant la Covid, vous aviez une personne qui se déplaçait, qui prenait 4 rendez-vous par heure. Sur 8 heures, ça faisait 32 rendez-vous. D'accord. 4 fois 32 multiplié par 3 jours, ça faisait grosso modo 100 rendez-vous. D'accord. Après la Covid, il venait à 2. Et il prenait non pas un rendez-vous tous les quarts d'heure, mais un rendez-vous chaque demi-heure. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, un rendez-vous par demi-heure, ça fait 2 rendez-vous par heure. Et ils sont 2 fois plus nombreux. Et ils sont 2, alors qu'il n'y a qu'un seul appareillage. D'accord. Donc, au bout de 8 heures, ça fait la moitié moins de rendez-vous. Et surtout, il y a eu des critères d'exclusion extrêmement importants. C'est-à-dire que seules les personnes qui réellement ne pouvaient pas aller à Madrid pouvaient bénéficier de ce service. Bénéficier en termes de santé ou en termes d'indigence. Donc, vous avez un cas... Alors qu'avant, c'était tout le monde. Vous avez 2 enfants, vous avez deux jumeaux qui viennent de naître. Il faut faire un aller-retour pour faire un certain nombre de pièces. C'est très compliqué d'avoir ces possibilités. Or, vous êtes hors des clous au niveau de l'inscription lors des tournées. La tournée n'est pas la solution parce que quand ils partent à 2 pendant plusieurs jours, ces 2 personnes ne sont pas sur place, ne sont plus au consulat général pour recevoir les rendez-vous qui sont planifiés. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, on se retrouve avec plus encore de travail. Donc, ce qu'on n'a pas pu traiter de l'autre côté, on se le retrouve, bien évidemment, qui s'accumule. La solution, elle est très simple.
Vous avez 3 niveaux de vérification avant la fabrication d'un titre d'identité. Vous avez l'employé, l'agent qui vous reçoit, Mhm. qui va scanner, qui va Oui. prendre votre biométrique, Oui, mais etc. aujourd'hui, on parle bien du fait que, à partir du moment où vous avez déjà fait votre première demande de Oui. passeport, donc comme vous le dites, effectivement, toute cette démarche administrative a été faite dans le cadre pur d'un renouvellement, en l'occurrence, pour l'instant, pour le Portugal et le Canada, si je ne m'abuse, ce sont les 2 premiers pays qui font l'essai pour pouvoir renouveler les passeports ou les cartes d'identité sans avoir à se Non, le déplacer. passeport. pour le Passeport. moment. Eh bien, le passeport, c'est pas le sujet. Bah, le passeport, c'est ce qui vous permet de voyager. Oui, mais quand vous allez voyager où? En Océanie, en Afrique, dans les Ah, mais Amériques? le passeport, c'est ce qui est. Certes, mais quand vous voulez un passeport pour pouvoir aller vers les Amériques, vers Ouais. l'Océanie ou vers l'Asie Ouais. ou l'Afrique, vous pouvez aussi, financièrement et physiquement, vous pouvez faire un déplacement pour aller vers votre consulat général. Ça vous demande une journée de, Ah oui, mais c'est- de travail. C'est pas normal, Ah oui. mais vous pouvez encore physiquement et matériellement. En revanche, la carte d'identité, vous en avez besoin. Vous avez des gens qui ne peuvent pas dépenser 300 € pour aller vers un consulat général. Donc, ça veut dire que vous allez, si demain vous étiez élu député, Oui, essayer d'accélérer le process pour que les gens puissent avoir la carte d'identité, le renouvellement de la carte d'identité, sans avoir à se déplacer. je veux que les personnes qui aient une agence consulaire proche d'elles puissent Faire la aller à démarche leur agence consulaire, intégrale. remettre les documents qui sont scannés, qui sont introduits dans le système, faire le biométrique sur un petit appareil qui s'achète sur Amazon, Ouais, ouais. 200 € ou 50 €. Oui, c'est-à-dire faire Donc, c'est plus une valise qui tourne avec 2 agents, c'est un système informatique simplement, c'est le consul honoraire qui fait la démarche. et l'agent surtout de droit local qui travaille avec Ouais. lui, d'accord, à Valence, D'accord. ici. Et puis après, ce dossier est envoyé digitalement au consulat général, où là, il va être vérifié, Ouais. il va être récupéré, et on ne demande de se déplacer qu'à 2, 1, 4% des personnes, parce qu'il y a un doute. Vous avez une personne qui vient avec une vieille carte d'identité en carton, qui a 20 ans. On ne reconnaît plus la personne sur la photo. On voit qu'en plus, la carte d'identité est passée dans un lave-linge. Ouais, On bien a sûr. des doutes. Bon, ben, cette personne devra venir. Mais il vaut mieux en faire venir 1% à Madrid pour vérification de Que de faire venir l'affiliation 100%. On que est de faire d'accord. venir 100%. Alors, ok. Or, pourquoi ne pouvons-nous pas aujourd'hui introduire dans un système informatique toute l'information? Pourquoi le Quai d'Orsay nous fait confiance à nous, consul honoraire, pour valider, certifier une signature d'un résident français? Pourquoi il nous fait confiance à l'heure de remettre une carte d'identité et il ne nous ferait pas confiance à l'heure d'introduire dans le système quelque chose qu'en plus est vérifié par la suite? Mais vous savez, Comme le biométrique. Les empreintes, elles sont vérifiées. voyez bien sûr, mais j'aurais tendance à dire que il y a beaucoup de choses à revoir en France. Et oui, Il y mais a- seul il y a- un il y a- député peut le faire. Non, mais il y a un retard. Si vous prenez par exemple les caisses primaires d'assurance maladie, lorsque par exemple une personne demande le changement de son compte bancaire, il ne peut pas le faire en ligne. Non. Il est obligé d'envoyer un courrier. Et bon, alors quand vous êtes à l'étranger, bah, Donc, alors voyez, quand on est encore en Europe, c'est relativement simple. Mais quand la personne réside à l'étranger, il doit faire à ce moment-là un envoi bien particulier pour s'assurer que les caisses vont recevoir dans les délais le courrier, qu'il va être pris en compte. Puis si vous Pendant l'envoyez ce par temps-là, DHL, c'est 50 €. Donc, c'est ça. voilà. Et pendant tout ce temps-là, Pas eh normal. ben, la personne risque de ne pas non plus recevoir éventuellement ses droits et se retrouver sans argent. Parce que peut-être que son compte bancaire précédent Bien sûr. avait peut-être été clôturé. Ou en tout Alors, cas, voyez, il l'a après, il y a, clôturé. Donc, alors, il y a vous me beaucoup disiez- de choses à revoir. Hein. Vous me disiez, bon, votre plan d'action, il est pareil à tout le monde. Oui, mais moi, je sais qu'il est basé sur des choses qui se faisaient avant la Covid et qui maintenant ont été annulées. Il y a ça. Donc, Avant la Covid, vous aviez des tournées sociales. Donc C'est-à-dire là, vous que voulez- vous aviez des personnes qui venaient voir les parents personnes, d'élèves ouais. qui devaient monter un dossier de demande de bourse pour les aider, faire en sorte que toutes les pièces soient bien là, etc., qui étaient par la suite envoyées au consulat alors généraux. justement, vous voulez revoir tout ça aussi. Ben, les tournées sociales ont été arrêtées depuis la Covid. Pourquoi elles n'ont D'accord. pas reprises? Donc, Ok. vous avez là des personnes dont les dossiers sont ajournés sans être prévenus Ok. qu'il manque une pièce, Ouais. sans être prévenus que, Ok. éventuellement, il y a un élément qu'il faudrait Ouais. vérifier. Donc, c'est des enfants qui sortent du système français. Et vous avez des millions d'euros qui repartent tous les ans après chaque commission de bourse pour non-attribution Parce qu'on n'a pas pu les attribuer. parce qu'on n'a pas pu les attribuer. Et ça, ce sont des parents qui doivent sortir leurs Français du système
du système français. Or, quand on analyse les lycées français et qu'on demande Qui sont de plus en aux plus chers. locaux, ils sont de plus en plus chers, mais quand on demande aux Portugais, aux Sévillans, ou Ouais, certainement ouais. aux Anglais, quelle est pour vous la différence entre l'enseignement français et l'enseignement du français? Ouais. Ils vous disent non, l'enseignement français, c'est bien évidemment des contenus, mais c'est aussi la mixité. C'est-à-dire que dans les cours de récréation, vous avez des enfants locaux et des enfants français qui jouent ensemble, qui échangent leur petite enfance ensemble. Et donc, le fait de faire sortir des Français, c'est très mauvais pour le développement de l'enseignement et le développement du système éducatif de notre pays. Aujourd'hui, ça s'étiole. Les ambassades les services de coopération Donc ça, ce sont les grands culturelle axes que vous voulez... oui, vous me posiez la question, moi je vous en donne quelques-uns. Et, Vous avez les tournées consulaires, l'assistance au niveau des cartes d'identité, vous avez l'élimination, bien évidemment, du critère d'exclusion dans les bourses concernant la résidence principale. Et puis après, vous avez des gros sujets qui sont des sujets d'activer des lois qui aujourd'hui ont été votées, quelquefois à l'unanimité, qui concernent les Français d'étrangers et qui sont bloquées par les macronistes à l'Assemblée nationale. Vous avez une loi qui a été votée au Sénat, qui a été proposée par Ronan Le Gleut, concernant la résidence d'attache. Donc la résidence principale. Donc, qui permettrait... Bien sûr. Vous avez des policiers, des carabiniers à Monaco qui sont français, qui, pendant qu'ils sont en poste à Monaco, ils ont un logement de fonction. Lorsqu'ils vont prendre leur retraite, ils n'auront plus ce logement de fonction. Donc, ils vont repartir en France. Généralement, ils conservent une résidence en France. Oui. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez votre résidence à Monaco, tous vos biens immobiliers en France sont considérés comme des résidences secondaires. Et donc, ça change l'aspect fiscal. Ça change l'aspect fiscal. Même chose pour les personnes qui ont la chance d'avoir un bien de famille, qui ont Donc, la vous chance demandez d'hériter. qu'aujourd'hui, les résidents français de l'étranger puissent, s'ils ont un bien en France, être considérés toujours comme une résidence principale. C'est-à-dire bénéficier de la fiscalité propre. C'est-à-dire que vous avez votre C'est un peu résidence ça. fiscale qui est là où vous vivez, Oui, bien sûr. en Algarve, à Monaco, en Andorre, et vous avez un bien en France, sur le sol français, que vous pouvez dire, ce bien-là ne sera ni ma résidence principale, puisqu'elle est ici, Oui. ni ma résidence secondaire, c'est ma résidence d'attache. Mais fiscalement, Donc fiscalement, il y a des taxes qui sûr. ne sont pas applicables, etc. Vous avez la possibilité de demander des aides pour tout ce qui est photovoltaïque, tout ce qui est... que vous ne pouvez en pas faire termes de- dans ce cas. Alors, Donc ça, c'est un projet de loi qui a été émis au Sénat, qui a été voté. Vous avez un fonds d'urgence. alors j'allais justement, oui. Vous avez un fonds d'urgence qui a été voté à l'unanimité, qui a été énormément proposé par Ronan Le Gleut et promu bien évidemment par Bruno Retailleau, qui est le président des Républicains au Sénat, avec Christophe Frassa, qui également est intervenu. Et c'est un fonds d'urgence pour les catastrophes naturelles, pour les crises politiques Donc, graves. vous faites référence, par exemple, à ce qui s'est passé en Espagne. La il y a Dana. voilà. Ce qui s'est passé ici, au Portugal, avec des éventuels logements de Français qui ont été brûlés. D'accord. Donc, C'est ce qui peut se passer lorsqu'on a une crise majeure. Voilà, une crise majeure. Où Et là, vous avez de c'est ce l'argent fonds, qui est débloqué en 10-15 jours. d'accord, qui permet d'aider les personnes qui sont Qui permet de les aider. Voilà. Et donc, d'accord. Alors, vous faites... Donc, et de là l'importance d'être le Français, d'être député des Français de l'étranger pour la 5e circonscription, au titre LR, pour pouvoir activer et pouvoir inscrire ces lois. Alors justement, comme on parle de titre LR, on va parler un petit peu aussi très rapidement de votre suppléant. Non pas que je ne veux pas qu'on en parle, bien au contraire, et j'espère que Laurent Goater m'excusera en disant très rapidement, mais qui est président du conseil consulaire du Portugal, qui est actif, évidemment. Très actif. Sur la circonscription. Moi, j'aimerais justement, par rapport à ça, comment vous voyez les choses, comment vous allez vous organiser? Alors moi, je vais m'organiser exactement de la même manière que ce que je faisais quand j'étais consul honoraire, c'est-à-dire que je gérais avant une aire de compétences grande comme 5 fois la Corse tout seul, et là maintenant, 4 pays. Et c'est en s'organisant. Comment vous allez vous organiser? Eh bien, il va s'occuper que du Portugal? Lui, il va être un relais direct immédiat au Portugal. Ouais. Et après, il va y avoir un attaché parlementaire qui va faire le travail de récupération, et 3 des permanences. Moi, je m'engage, et j'ai commencé à en parler en Algarve, je vais venir au Portugal toutes les 6 semaines, entre le Nord, Lisbonne et l'Algarve. D'accord, donc vous allez venir toutes les 6 semaines, vous prenez l'engagement de venir au Portugal pour venir rencontrer les Français, voilà. les résidents ici, et donc essayer de
de comprendre, de faire évoluer un petit Et même chose à Monaco, même chose en Andorre, D'accord. même chose en Espagne, avec des délais ou tout au moins des C'est ça. périodicités Donc qui vous sont allez tourner, différentes. donc ça veut dire que vous n'allez pas passer votre temps uniquement à Paris. Ah bien sûr que non, parce qu'il y a quelque chose qui est très Mais alors si important, vous n'êtes qui pas a à Paris, peut-être été qui va délaissé. voter? Eh bien, les jours où il faut être à Paris, je voterai. D'accord. Et le reste des jours, vous avez du jeudi ou au mardi de la semaine suivante pour faire des choses. Notamment un point qui est très important, qui est la diplomatie Il y a parlementaire. beaucoup de vols entre Séville et Paris? Oui, beaucoup. Oui. Bon, ça va. Oui, 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 oui. La diplomatie parlementaire, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Pour savoir le faire, déjà, il faut connaître les langues. Donc aujourd'hui, vous parlez l'anglais Moi, je parle anglais, français, espagnol, et le portugais, vous allez vous et y le mettre. portugais avec Laurent, qui est très impliqué pour la partie de la diplomatie parlementaire et pour avoir des accès, comme vous le savez. Il a été en contact sur la partie fiscale à de nombreuses reprises avec les secrétaires d'État et avec les... Et ça, il faut d'abord maîtriser la langue. 2, il faut savoir traiter avec les autorités locales, puisque sûr. vous intervenez de manière Ouais. séparée, mais en coordination quelque part avec les services de l'ambassade, sur les sujets qui sont importants. Parce que moi, j'ai des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Je crois qu'on l'a bien compris. Alors justement, moi j'ai aussi une question qui me vient, c'est si à l'Assemblée, si la ligne LR diverge de vos convictions ou des besoins des Français de l'étranger, comment vous allez... est-ce que vous allez voter le doigt sur la couture ou au contraire, vous pourrez prendre un angle différent? Alors ça, c'est mal me connaître de penser que je Ah, je suis sais pas. quelqu'un qui, en termes de, Non, qui, je en vous pose termes de personnalité, ne sait pas de défendre ses positions. Donc vous défendrez votre position Ah ben oui, et vous mais direz, voilà. je suis d'accord avec le parti. Mais je crois qu'il faut faire ça. Je sur crois qu'il faut ça, inscrire ce projet mais de moi, loi. je représente les Français de l'étranger Voilà. et donc je ne suis pas d'accord. Maintenant, Ou en tout cas, il faut qu'on le repense. Eh ben, il faut le repenser. Il faut le repenser, il faut retravailler en commission. Bien, vous savez, je me suis spécialisé en négociation à Harvard. D'accord. Donc, négocier des choses, ça me plaît. D'accord. Ça me plaît notamment quand il y a une opposition d'idées, puisque je recherche le consensus. Maintenant, on peut se poser la question si cette éventualité peut se présenter. Et là, j'ai des doutes. Alors, on pourrait se demander si, alors simplement, on peut en parler, mais aujourd'hui, le Rassemblement national a quand même voté en commission de finances l'impôt universel proposé par LFI. Pas l'oublier. Bon, ça a été voté. Vous avez... Alors, beaucoup ont tendance à dire que... alors après, ils peuvent changer éventuellement... oui, aujourd'hui, il y a une nouvelle approche. Hein. Certes, mais en commission de finances, ils l'ont voté. Même chose concernant la double nationalité. Sur la double nationalité, le Rassemblement national a une position quand même qui est très distante. Moi, quand 48% de nos ressortissants ici dans la circonscription ont des enfants binationaux, je me vois mal demander à ma fille, à mes fils, de choisir entre le passeport de papa et celui de maman. J'ai des Mais difficultés. c'était le problème à l'époque, si Oui. je ne m'abuse, en Espagne. Oui, c'était le problème avant parce qu'il fallait renoncer à la nationalité française pour pouvoir bénéficier. Maintenant, on a la possibilité d'avoir la double nationalité. Ouais. Et il ne faudrait pas que politiquement, on ait un retour en arrière pour, par exemple, faire des études ou accéder à des postes Oui, et puis alors aussi, il y a de la fonction publique où on vous dit, attendez, ça c'est réservé aux gens qui ne sont que françaises. Ce n'est pas possible. D'accord ? Donc là, s'il y a un parti qui est quand même le plus proche de ma sensibilité au niveau donc, de toutes les choses qui me sont chères, et donc la probabilité d'avoir éventuellement un problème ou un problème d'alignement avec les décisions, il est clair que c'est avec LR que je vais m'entendre. Et là, on est vraiment très, très alignés. Alors moi, j'ai une question, donc évidemment très personnelle, qui va concerner le député sortant, donc Stéphane Vojetta, qui s'est fortement investi dans la loi influenceur, mais aussi sur la régulation, par exemple, des accès à des contenus dits pornographiques et violents pour les mineurs. Il est même monté un jour donc, à l'Assemblée nationale où il a eu des propos, des mots crus, oui, des mots très crus. Et la France, donc évidemment, prend le lead un petit peu sur ces sujets. Est-ce que vous, si demain vous êtes élu député, est-ce que vous allez continuer sur cette voie, c'est-à-dire à continuer ce qu'il a commencé à mettre en place, ou alors vous allez préférer développer de tout autre sujet, dont par exemple tous les sujets que vous avez pu développer il y a quelques instants? Oui, alors là... Comment ça se passe? Vous savez,
Quand c'est il y a pas le simple, hein. feu, quand il y a le feu chez soi, Ouais, et qu'il faut sortir rapidement et s'habiller, mettre un jogging pour vite prendre des seaux et commencer à éteindre le feu, il ne faut pas passer 30 minutes à choisir la couleur des chaussettes. d'accord. Là, C'est aujourd'hui, une expérience de pompier là que vous avez eue c'est aussi? une expérience très proche de ne pas perdre l'objectif. D'accord. Ne pas perdre quel Je est me suis dit l'objectif. qu'il manquait encore cette corde à votre arc. Et quel est l'objectif réel aujourd'hui? C'est mettre fin à cette situation qui est absolument dramatique en termes de dette. On est dans une situation, là, je crois qu'on a vraiment du mal Ah, mais là, on atteint. à se rendre compte. Donc, les Oh non, je crois qu'on n'a objectifs, plus de mal. Là, je crois que c'est. On a eu du mal pendant. on a au niveau de la détermination des plans d'action quelques doutes. C'est-à-dire que il est clair qu'il faut agir. On reçoit 1 euro, on dépense 1,50 €. Si chaque famille qui reçoit 1000 dépense 1500 et génère de la dette pour avoir 500 € de plus tous les mois, on va bien se rendre J'ai compte. bien compris, Christophe Souchet de Funès, mais je vous posais une question bien particulière par rapport, justement, est-ce que vous continuerez l'action qui a été entreprise par le député sortant précédent, donc Stéphane Vogetta, ou vous irez sur de tout autre sujet? Non, moi j'irais sur des sujets qui ont une relation directe avec l'amélioration de la dette et donc des entrées aussi de l'État. Donc sur la C'est par fiscalité. exemple la fiscalité, surtout par exemple la partie qui est délaissée aujourd'hui, qui sont les seniors. Permettre aux seniors de revenir travailler momentanément. Vous Donc, avez ça veut dire qu'une personne qui serait aujourd'hui senior retraité, Oui, qui normalement a l'interdiction de travailler. de travailler, vous lui donneriez la possibilité de pouvoir travailler, ce qui ferait un revenu complémentaire. Pour lui Et et une- pour l'État. Oui, parce que l'État percevrait à ce moment-là un revenu, enfin, en tout cas une taxation sur son travail. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé Mais ce avec sera pas- Mitterrand. Mais ce ne sera pas ce qu'il gagne d'un côté vient en déduction de l'autre côté. Et non. Ce Parce qui que s'est- ça a été ça le problème. Oui. Le problème pour un certain nombre de gens, c'est pourquoi je vais aller travailler si de l'autre côté, ce que je fais en plus m'oblige à travailler, si en contrepartie, on m'enlève le revenu. Ce que donne Jacques. Voilà, donc Exactement. là, c'est du... Eh bien, bien sûr. D'accord. D'abord parce que les entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter du talent. Et Oui. le talent senior est un véritable talent. Bien 2, sûr. vous avez une résurgence de personnes, ou de tout au moins de prestataires de services, comme C'est les dommage de les sociétés mettre de côté, d'intérim bien management, sûr. qui vont très bien et très fort justement parce qu'elles ont la possibilité Puis aujourd'hui, on d'offrir peut aux travailler. seniors de réaliser une mission. Bien sûr, puis pour travailler à distance. On peut travailler à distance, on a du savoir-faire, et donc tout ça, il faut le C'est promouvoir. cette expérience aussi. Et puis moi, je me rends compte que à l'époque, lorsqu'on a une des causes du déficit, il ne faut pas l'oublier, c'est quand vous avez Mitterrand en 82 qui décide de passer et d'appliquer son programme Ouais. de son programme électoral, Ouais, du de fond, passer l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Ça a commencé, c'est un des premiers problèmes qui a généré de la dette, puisqu'on a eu bien moins d'entrées. Ouais, les 35 heures aussi. Après, vous avez eu les 35 heures. Soit dit en passant, de nouveau, un problème hérité d'un gouvernement socialiste. Et puis après, vous avez eu le quoi qu'il en coûte, voilà, tout ce qu'on a vécu récemment, qui ont aggravé la situation. Mais il faut travailler sur des axes de travail. Donc moi, je n'ai pas un dada ou une fixette sur un sujet. Je suis bien évidemment très sensible au fait que les enfants doivent être protégés, qu'il doit y avoir des textes de loi qui aident. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment de travailler sur d'autres choses. Travailler sur les régimes spéciaux des retraites. C'est pas normal, tout ce qui se passe. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes amené à vous déplacer dans l'ensemble de la circonscription, donc on va dire l'Espagne, le Oui. Portugal. D'ailleurs, aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes ensemble à Lisbonne. À Lisbonne. Vous êtes déplacé spécialement pour pouvoir Bien justement sûr. faire cet entretien et je vous en remercie. Vous avez rencontré déjà un certain nombre de personnes dans tous Beaucoup. les échanges que vous avez pu avoir sur le terrain. Quel témoignage ou quelle rencontre vous a le plus marqué? Eh bien, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est une personne qui devait avoir, je ne me suis pas permis de lui poser demander Son âge, 68, 70 ans, Ok. qui me disait, voilà, ma petite fille va commencer des études à la Sorbonne D'accord. en septembre, Ouais. et j'ai peur pour elle. Ses parents ont dû lui prendre un logement. Ouais. Elle va partir de là où elle vit, Ouais. ici, Ouais. dans un des pays de la Circo. Elle m'a dit ça le 14 juillet. Vous voyez, ça, c'était juste après le 11 Mhm. juillet. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit qu'une personne âgée soit anxieuse, alors que sa petite fille va commencer des études très prestigieuses, hein, mais soit anxieuse par rapport à ça, ça prouve quand même qu'on a véritablement un problème au niveau de la sécurité. Il va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et donc, ça a été un moment qui a été important dans cette réflexion et où je sais
que le ministre de l'Intérieur, que Bruno Retailleau aujourd'hui est en train d'agir très efficacement. Jamais les préfets n'ont été autant soutenus que par un ministre de l'Intérieur depuis Sarkozy. On n'a jamais eu un ministre de l'Intérieur aussi bon depuis Sarkozy, qui est impliqué et qui veut véritablement que des hordes de voyous cessent de venir provoquer nos enseignants, nos médecins, nos retraités, nos aînés, nos enfants, et les policiers, les gendarmes. Enfin, voilà. Et ça, il y a quelque chose à faire. Maintenant, ce que je me rends aussi compte, c'est que quand je parle avec des Français de la CIRCO, des FDE, il est bien clair que tout ce qui se passe aujourd'hui, Bayrou, le vote de confiance, certains sujets, comme on vient d'évoquer, voilà, de la sécurité, sont bien secondaires par rapport à ce qu'ils recherchent, à leur qualité de vie. On a fait une enquête complète qu'on a analysée avec Laurent. On a des résultats qui sont très clairs. Les premiers sujets, c'est faciliter, simplifier les démarches, faire en sorte que l'enseignement du français soit beaucoup plus accessible. Et c'est là-dessus, à mon sens, que ma candidature a le plus de sens. Parce que je pense que je suis certainement le candidat le plus légitime pour être l'homme d'action et l'homme qui mène à bon port, entouré des personnes qui vont m'aider, qui répondent aux attentes des Français de l'étranger. Christophe Souget de Funès, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous allez bientôt nous redonner votre ligne de téléphone WhatsApp? Elle est publiée, ça y est. Ça y est? Ah oui, D'accord. Oui. Le téléphone est publié, mon mail est publié. Comme vous nous avez dit qu'effectivement, pendant 5 ans, elle était disponible. Donc, est-ce que c'est pour vous aussi un moyen de pouvoir être contacté par n'importe quelle personne qui réside dans la circonscription pour pouvoir vous appeler, pour pouvoir échanger avec vous Mais ça a commencé. D'accord. On a eu d'ailleurs de nombreux échanges concernant Et est-ce que vous avez des solutions innovantes que vous pensez pouvoir développer pour être encore plus en contact avec les Français de l'étranger? Alors, on a bien évidemment la présence physique. Oui, vous l'avez dit, c'est toutes les 6 semaines. 6 semaines, c'est long. Après, vous avez la présence télématique via les réseaux sociaux. Ouais. Et puis, tout de suite, l'appel téléphonique qui reste quand même le lien le plus sûr. Vous savez, moi, j'ai vécu pendant des mois et des mois à l'agence consulaire les difficultés qu'avaient nos ressortissants français les plus âgés pour demander rendez-vous à l'ambassade. Oui. Donc, on ne veut pas leur mettre des formulaires. On veut leur dire, venez nous voir, venez parler avec nous, appelez-moi. Ça faisait partie C'était très compliqué à cette époque-là de pouvoir avoir un rendez-vous. Non, ce n'était pas compliqué. Il fallait de temps en temps attendre pour le Portugal, 14 heures le vendredi, pour pouvoir avoir un créneau très limité en se disant j'ai réussi à le prendre. Et sinon, vous attendiez 3 semaines. Monsieur Burtin, moi j'ai pris le rapport des Français de l'étranger. J'ai pris l'annexe où vous avez tous les consulats avec leur nombre de ressortissants qui sont inscrits. J'ai pris les 20 premiers. Londres, Genève, etc. Bruxelles. Il y avait des rendez-vous tout le temps, partout, sauf à Madrid. Vous vous connectiez à Londres, vous aviez la possibilité d'avoir un rendez-vous pour le lendemain même, pour le surlendemain. Ça veut dire que c'est le travail de l'administration sur place qui ne se faisait pas Ce n'était pas un problème de manque de moyens, puisque les moyens sont mis en fonction des demandes. Ce n'était pas un problème de généraliser dans tous les consulats. C'était un problème de management pur et dur des équipes. Donc il y avait un mauvais management. À l'époque. Et il a changé. Donc espérons que... D'accord, mais ça ne dépend pas de votre fonction. Si même demain vous êtes député, vous n'avez pas autorité à pouvoir venir dire dans un consulat qu'il faut changer les méthodes de travail. Alors moi, je vais vous dire une petite chose que j'ai observée. Mais vous êtes capable de le faire alors? J'ai observé quelque chose, c'est que si vous êtes consul honoraire et que vous envoyez une suggestion, une recommandation à votre hiérarchie, elle est éventuellement écoutée dans quelques pourcents des cas. Ouais. En revanche, qui fonctionne très très bien, mais alors très 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 bien. C'est la lettre du député. C'est la lettre du député. D'accord. Ou c'est l'observation d'un journaliste. Donc ceux qui peuvent faire bouger les choses, c'est l'un ou l'autre. C'est vous et c'est moi. Alors, évidemment, ça veut dire que s'il faut la lettre du député, il va falloir être souvent à Paris. Puis de toute façon, vous devez être à Paris, ne serait-ce que pour voter les lois. Beaucoup de Français de l'étranger reprochent aux députés des Français de l'étranger, bien entendu, d'être loin et déconnectés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, je vis en Espagne, je vis à côté, je suis certainement le député le plus proche de l'Algarve, puisqu'en 1h15, je suis à côté et en 4 heures, je viens ici à Lisbonne. Moi, j'ai absolument l'envie, le besoin et le choix qui est fait de passer le plus de temps possible en circonscription. C'est-à-dire que si je peux éviter de perdre du temps sur des projets qui soient un petit peu périphériques
par rapport à la mission de député depuis l'Assemblée nationale, il faut rester sur le foco, comme on dit en espagnol, Donc sur le focus. vous allez être souvent, en tout cas. Donc, vous avez effectivement à voyager lorsqu'il faut être Paris pour voter, mais le reste du temps, on va travailler sur les dossiers, aussi bien ici, en péninsule Pourrez-vous mettre sur la place ibérique. d'Espagne, qui est magnifique. Ouais, c'est très, très beau. C'est superbe. une des plus belles places. Donc, je pense que c'est vraiment un problème qu'on a lorsqu'on travaille, on a beaucoup de projets, comme vous en avez, comme j'en ai, comme nous avons tous nos électeurs. C'est en fait un problème de priorité. Oui, je ferai moins de sport, d'accord, ok. Il y a des choses que je ne ferai pas. Bon. Mais je vais être proche de ma famille, je vais être proche de mes électeurs parce que je suis comme ça. C'est votre engagement. Exactement. Quelle est votre vision de la France dans les 10 prochaines années et de sa place et de la place justement de ces communautés à l'étranger? Alors, 10 prochaines années, la place de la France. Alors, rien n'est irréversible. On est dans une situation très compliquée. Le Portugal l'était. Le Portugal l'était, l'Espagne l'était. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? La crise financière en Espagne, 2008. 2008, catastrophique. Catastrophique. Et Une Portugal, angoisse. pareil. Les trois pays mis sous tutelle. Et là, la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Regardez l'essor qu'il y a eu en Irlande avec des décisions qui ont été prises, qui ont été très compliquées. Oui, mais c'est un petit peu différent. Mais c'est un petit peu différent. Puis avec maintenant, ça veut donc dire que rien n'est irréversible. Si rien n'est irréversible, pour autant qu'on ait un plan d'action qui soit cohérent, on peut y arriver. C'est-à-dire, comme vous avez abordé l'Irlande, alors une question qui me vient, ça veut dire que vous seriez prêt à voter si demain, en France, on décidait de diminuer l'impôt pour les entreprises ou de favoriser le fait que certaines entreprises puissent venir s'implanter plus facilement bien en sûr. France. Parce qu'en gros, vous avez évoqué l'Irlande. L'Irlande, ce qui a fait son succès, c'est d'avoir toutes les GAFA qui ont mis leur siège social en Irlande et qui ne payaient. Ouais, mais les boîtes technologiques. Mais de toute façon, quand les GAFA arrivent, les autres arrivent. Et oui. Et donc, naturellement, ils entraînent les plus petites dans le sillage. Mais le problème, c'est que en France, on a reproché aux GAFA quasiment de ne pas payer d'impôts, parce qu'en fait, l'impôt remontait naturellement sur la structure en Irlande. Et l'Irlande en payait peu. Et donc, ça, vous seriez quand même... moi, je suis prêt. Tout ce qui est favoriser les échanges économiques, la création d'emplois de valeur. Imaginez le type de personnes qui sont allées travailler en Irlande. C'était des ingénieurs, c'était des personnes extrêmement intéressantes pour tout le monde. Donc, rien n'est irréversible. Okay. 2, le Portugal prouve très bien que depuis 8 ans, on a pu se relever. Maintenant, il faut avoir le plan d'action nécessaire. Aujourd'hui, on a la fonction publique qui représente 14% en France, alors que c'est 8% en Allemagne. Il y a quand même des décisions à prendre, c'est pas normal. Quel est le plus grand défi que vous espérez relever si demain vous êtes élu député? Au niveau national ou au niveau consulaire Ça peut être le même, comme vous l'interprétez. Alors, le plus grand défi pour moi, ce que les Français de l'étranger me demandent, c'est d'intervenir très vite sur la partie proximité. D'accord. On parle du Portugal, du sud du Portugal, on parle de tout ce qui est hors Madrid et Barcelone, en Espagne. Bien évidemment, à Monaco, en Andorre, les demandes sont différentes. En Monaco, c'est les enfants du pays qui doivent donner lieu à des conversations au titre de la diplomatie parlementaire, qui sont des conversations compliquées, qui doivent être soutenues pour arriver à reconnaître des situations qui sont sensibles. Ailleurs, vous avez d'autres nécessités, notamment au niveau insulaire. Donc, effectivement, là, il faut véritablement axer le travail sur la partie que je connais en plus le mieux et qui peut donner à court terme, à moyen terme et à long terme des résultats. Voilà. Après, vous avez la partie diplomatie parlementaire qui est très importante au niveau de la reconnaissance des titres, les diplômes. Vous avez des jeunes. La concordance entre les diplômes. La concordance, vous avez des jeunes qui ne peuvent pas exercer leur métier. Oui, ou qui peuvent en reprenant une année d'études ou autre pour faire... Voilà, mais c'est quand même pas bien normal. Ouais. Bah oui, alors qu'ils ont le diplôme et qu'ils sont reconnus en France et qu'effectivement, c'est bloquant. Ça, c'est le problème un petit peu de l'Europe qui n'a pas harmonisé un petit peu ça. Et là, vous avez la Convention de Gérone qui a été signée entre la France et l'Espagne en 2006. Qui a été ratifié dans les deux parlements, dans les deux parlements, qui continue à ne pas être appliqué. Pour quelle raison? Mais je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas, mais vous avez des personnes qui se présentent pour un poste dans la fonction publique en Andalousie
Et on leur dit, bah, vos points ne vont pas être reconnus parce que ce que vous avez en France n'est pas suffisamment homologué. Une homologation, c'est 5 ans, 4 ans. Des milliers de dossiers. Donc là, c'est quand Puis il y même a pas tous les normal. professionnels de santé, tous les professionnels dans... Bien sûr. Si vous pouviez changer une chose dans le monde, demain, ce serait quoi? La communication entre les personnes, la recherche de points qu'on a en commun, tous les uns et les autres. Twitter est basé sur... C'est immédiat, c'est très bien, mais c'est basé sur les différences. Je vais te donner mon point de vue par rapport aux bêtises que tu es en train de dire. Alors qu'on a énormément de choses en commun. J'ai beaucoup de choses en commun avec le suppléant de Madame Pessigna. Il a été un excellent agent de droit local du Consulat général de France à Madrid, hein, une personne très impliquée, etc. Il est LFiste, très bien, mais c'est quelqu'un que je respecte. Vous voyez, on a beaucoup de choses ensemble, tout comme il y a beaucoup de points en commun au sein de l'Union des droites, des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais on a beaucoup de différences. On a beaucoup de différences, notamment sur les sujets qui ont déjà été évoqués et sur la partie, si on fait une projection de la France dans 10 ans, sur la partie de la projection de notre pays et de la place qu'elle doit récupérer, notamment par rapport à l'Union européenne, la débureaucratisation, la partie de simplification des choses, sans perdre les droits qu'on a déjà acquis, hein, de liberté de mouvement, l'euro, etc. Vous voyez. Donc, moi, je travaillerai beaucoup sur le principal dissolvant des problèmes. Et le principal dissolvant des problèmes, c'est la communication au sein d'un couple, de voisins, dans une entreprise. Voilà. Et c'est ce que je fais. Et c'est là où c'est ce que j'aime faire. C'est la méthode Harvard que vous avez donnée tout à l'heure. Oui, la méthode Harvard, elle part d'abord effectivement sur faisons une liste de ce sur quoi on est d'accord. Et lorsqu'on a une grande liste de ce sur quoi on est d'accord, on se rend compte que la petite liste des points de divergence, quand même peut être éventuellement, elle est peut-être un peu plus simplifiée. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, pour conclure, moi j'aimerais bien vous poser 2 questions personnelles, à la fois une note intime. Votre nom, évidemment, Christophe Souget de Funès, évoque pour beaucoup le nom de Louis de Funès. De l'acteur. De l'acteur. Un acteur aimé, populaire. Est-ce un héritage que vous revendiquez avec fierté ou est-ce que vous l'avez vécu peut-être comme un poids à porter? Parce que quand une personne est très connue comme il a pu l'être, c'est de temps en temps aussi peut-être difficile. Non, moi je le vivrais comme la plus belle manifestation d'une excellente intégration dans un pays, puisque la famille de espagnol, de Funès, de Séville. Et Séville et Malaga, oui. Et donc là, c'est véritablement vivre sa double nationalité avec fierté. Hein, et être aimé des deux côtés. On peut très bien être le meilleur ambassadeur d'un pays dans l'autre et vice-versa. À fardeau, aucun. Vous savez, c'est quelque chose... Non, mais ça pas. peut, parce qu'effectivement, quand on a... il arrive qu'effectivement, lorsqu'on a un père ou une mère ou des parents connus, que pour les enfants, ça puisse être aussi de temps en temps difficile, parce que c'est aussi les enfants ou les petits-enfants. Hein. Oui, mais quand on connaît son histoire, on se rend bien compte que tout le succès est basé d'abord sur l'effort. Et puis, vous savez, moi, j'ai eu des moments extrêmement difficiles. J'ai eu des échecs cuisants. Il a fallu remonter, repartir. C'est pas facile d'aller voir des investisseurs qui ont fait confiance et qui, suite à la Covid, ont perdu des opportunités ou ont perdu de l'argent. Et l'acteur, lui, il a eu du mal. Il a eu du mal. Il a eu du succès sur le tard. Hein. Il a fallu qu'il faisait des interventions dans les films le matin. Il jouait du piano la nuit. Mais c'était un excellent pianiste. Hein. Un excellent pianiste, un bon professionnel, mais c'était quelqu'un de laborieux. Et c'est vrai que quand on met la dose d'opiniâtreté et de labeur, passe avant tout. Ça aide. Voilà. Et donc, c'était quelqu'un qui après était très, très humble. Hein. Il était compliqué. Il était très anxieux aussi par rapport au succès des films qui allaient venir, mais c'est quelqu'un qui se remettait toujours en cause. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas de statu quo et on essaie de continuer. Bon, et pour clore cet entretien, que voudriez-vous que les gens disent de vous après vous avoir écouté? Eh bien, j'aimerais bien qu'ils disent, effectivement, ils ont compris qu'être consul honoraire, c'était un engagement bénévole, c'était un engagement
compliqué par rapport aux moyens qui vous sont donnés, avec beaucoup d'attentes d'un côté et beaucoup d'un autre côté de temps qui est passé, et qu'ils se disent, effectivement, cet homme-là, il est bien entouré avec Laurent Guater, il est bien entouré avec Françoise Conestabil, et avec des personnes qui interviennent dans chacun des pays, et en plus, il a une bonne connaissance, il a de l'expérience. Et partant de là, eh bien, peut-être que le parti politique est moins important que la capacité à être l'homme de la situation pour agir et pour les défendre. En tout cas, merci beaucoup Christophe Souget de Funès pour avoir un petit peu porté votre regard aujourd'hui sur les Français de l'étranger. Et j'espère qu'en tout cas, on aura l'occasion de toute façon de vous recevoir très prochainement pour un débat en public, donc en fait débat en live, en présentiel, avec les autres candidats, où vous pourrez chacun exprimer un petit peu Avec grand plaisir. vos différences, mettre en avant bien, ce que vous nous avez expliqué là pendant presque 1 heure et demie. Ah, ça passe vite. Ça passe vite. Merci beaucoup en tout cas. Et puis en tout cas, je vous dis en tout cas à très bientôt et puis bonne chance. Merci infiniment, Thierry Burtin. Leur service est totalement gratuit pour les clients car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité et vous soulage administrativement. Cafimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute. Que ce soit pour un achat, un financement, un investissement et même financer vos travaux jusqu'à renégocier votre prêt, leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal, et si le projet Cafimo Portugal, et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Et je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Merci. Merci Thierry.